Je suis Tarek Maroufi, directeur général de la Fondation Qadr Ben Saleh. Notre fondation existe depuis près de 23 ans et nous travaillons sur l'innovation sociale en tant que vecteur de développement avec un écosystème de partenaires. Et particulièrement pour les jeunes filles et pour les jeunes issus des conditions sociales précaires que nous accompagnons pour pouvoir exprimer leur talent et exprimer leur potentiel pour faire des études supérieures qu'ils méritent. Que nous faisons depuis donc 22 ans maintenant. Bravo et merci beaucoup, Sikamed, d'avoir accepté notre invitation. I founded Egypt's leading green building consultancy almost 20 years ago. We are buildings from being very high-end and inaccessible to be accessible and affordable for the communities that live around us, especially to alleviate heat stress. 3 years ago, I founded another company. It is called Moboon, and Moboon upcycles scrap waste wood that would normally pollute the ecosystem into high-end furniture. And this year, I also founded Again Florist, which takes flowers from events and recycles them into small products that could be used in the household. I think it's very clear that I am a green entrepreneur, and recently I was elected as Global Ambassador with UN Climate Change, and my idea is that entrepreneurs will lead the fight for climate change, and they will have a lot more social impact once they tap into the market opportunities for environmental saving for the planet. Thanks for having me. Amazing, thank you so much. Je suis responsable de projet au sein du LABES. Le LABES qui est une structure d'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Tunisie et dans la région Maghreb et Moyen-Orient avec Zafir, puisqu'on est partenaire de ce projet et nous avons accompagné avec Bloom depuis 2020 le réseau des incubateurs dans 7 pays différents dans la région et dans l'optique de la structuration de programmes d'accompagnement, d'incubation, d'accélération, mais également dans le renforcement de leurs capacités organisationnelles et montée en compétences. Bravo à Impact Lab pour l'organisation de cet événement, toute l'équipe, et un grand merci à nos partenaires et aux participants, aux entrepreneurs. Merci beaucoup, Tita, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors, on va démarrer ce panel donc, avant la question du développement économique. Et comment cette perspective a évolué, comment tu as vu cette perspective évoluer sur les dernières années? Il y aurait énormément de choses à dire, bien sûr, mais je vais essayer de structurer un petit peu ça et de vous donner les éléments clés. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est que le développement économique est au cœur des préoccupations de l'Union européenne. Et je l'ai dit un petit peu plus tôt en introduction, cette coopération, elle prend divers visages. Il y a le dialogue politique, bien sûr, qui est extrêmement important. Il y a la coopération institutionnelle, la coopération culturelle, et effectivement la coopération économique est clé. Et en fait, elle est clé pour tout un tas de raisons, et j'en citerai 2. La réduction de la pauvreté, qui en fait c'est l'objectif de la DGNIR, et c'est notre mandat, et aussi la stabilité. Nous avons vu dans le passé qu'effectivement tous les problèmes économiques peuvent vraiment lier à l'instabilité, donc c'est quelque chose qu'on a à cœur de développer. Alors en fait, la façon dont on travaille, donc effectivement, un sujet qui n'est pas nouveau, et en fait on essaie d'intervenir vraiment où on pense avoir une valeur ajoutée. Et ce qu'il est très important de dire, c'est qu'on travaille en priorité, en s'alignant sur les priorités nationales. Nous avons une délégation dans chacun des pays. Moi je travaille au niveau de Bruxelles plutôt pour l'intégration régionale, mais en fait on essaie vraiment de s'aligner et de voir quels sont les sujets porteurs pour les pays en question, pour les pays partenaires. Au niveau du développement économique, effectivement, quand on parle de cette notion-là, on a l'impression que ça part un petit peu de tout azimut. Et donc, nous, on se focalise beaucoup sur le développement des infrastructures. Et pour cela, on travaille beaucoup avec les banques. L'appui au secteur privé, ça c'est un point clé. Tout ce qui est le développement agricole, l'éducation, le développement du commerce et des investissements. Donc en fait, on est extrêmement présent dans beaucoup de sujets. Donc effectivement, c'est très très large quand on parle de développement économique. Alors maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Eh bien, on parle beaucoup plus de développement durable.
Et en fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire qu'on remet vraiment la dimension humaine au centre de nos programmes. C'est-à-dire qu'on a une approche plus durable et plus équilibrée de l'économie que simplement, effectivement, voir des indicateurs un petit peu pur et dur économiques. On parle beaucoup avec la Commission d'une économie au service des gens. Donc ça, c'est un petit peu le mantra, j'ai envie de dire, de la Commission. Donc une économie qui marche pour les gens. Et ça se décline bien sûr au niveau des projets que nous mettons en œuvre, puisqu'effectivement le bien-être, l'inclusion, l'économie de proximité, l'entrepreneuriat social sont extrêmement importants. Et c'est quelque chose vraiment qu'on développe dans nos instruments de programmation. Je voudrais dire peut-être 2 ou 3 choses encore. La façon dont on travaille et qui a un petit peu changé aussi, c'est qu'on essaie d'avoir une aide qui est beaucoup plus ciblée. Et c'est vrai qu'avant, on avait tendance peut-être à travailler de façon très horizontale sur, par exemple, le financement des entreprises de façon générale, alors que maintenant, on essaie vraiment de cibler les entrepreneurs sociaux, par exemple, travailler beaucoup sur l'inclusion des femmes, on travaille beaucoup sur le pacte vert, et ça, c'est un projet, c'est une notion qui a tout son sens, donc vraiment, il est beaucoup plus ciblé. Public de manière générale. Pour toi, quel est le rôle des entrepreneurs sociaux dans cette mécanique-là? Est-ce qu'ils peuvent jouer ce rôle de tiers secteur? Oui, effectivement, c'est une question très importante de pouvoir, je pense que ça fait une transition par rapport à ce que venait de dire Madame, c'est que justement par rapport aux politiques publiques, donc il y a une priorité au niveau des politiques publiques au Maroc, et au Maroc aujourd'hui nous avons un modèle de développement qui trace, on va dire, les orientations stratégiques, et il est clair que la thématique d'aujourd'hui des entrepreneurs sociaux, et par rapport à ta question Selma, pour ma part je dirais que c'est un marché énorme qui s'offre pour les entrepreneurs sociaux. Parce que l'État dit aujourd'hui, du moins au niveau du nouveau modèle, après ça peut être décliné sur le plan opérationnel en termes de législation, mais aujourd'hui en termes de stratégie, l'État dit la chose suivante. Elle dit que auparavant, l'État avait la prérogative de définir les politiques publiques. Elle se concertait pour pouvoir les faire avec les différents acteurs. Très souvent, il y a une concertation de toute façon qui est mise en place. Et au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques, très souvent, pendant très très longtemps, vers ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, au contraire, je pense que c'est un phénomène que nous avons tous vécu dans beaucoup de pays et qui s'est développé et a une façon de faire dans certains services publics, bien évidemment avec des faiblesses, avec des points sur lesquels il y a de la vigilance et des points améliorés. Et aujourd'hui, au Maroc, le nouveau modèle de développement dit qu'en fait, les politiques publiques peuvent être mises en œuvre, peuvent être opérées à côté des pouvoirs publics et d'éventuels opérateurs privés. Il y a la possibilité d'imaginer le tiers secteur comme étant un acteur qui peut opérer les politiques publiques. Alors le tiers secteur, la définition qu'a donnée le rapport du nouveau modèle est assez large. On y trouve les ONG, on y trouve les coopératives, on y trouve les entrepreneurs sociaux également. L'idée était la suivante, c'est que quand on fait appel à l'État pour opérer les services publics, nous avons bien évidemment le principe d'équité, nous avons le principe de la continuité des services classiques, je dirais, qu'on retrouve dans tous les pays qui ont choisi ce modèle. Nous y trouvons également une opacité au niveau du coût de ce service public que quelque part on ne cherche pas à connaître parce que tout le monde bénéficie plus ou moins de ce service public et donc quelque part il y a une espèce de contrat tacite entre l'État et le citoyen que le service est là, ne cherche pas à savoir combien ça coûte, mais tu payes quand même des impôts et c'est toi qui payes les impôts. Donc quelque part il y a cette opacité au niveau du coût des chacun des services publics. Et le troisième élément, c'est que les pouvoirs publics dans tous les pays n'ont pas l'agilité, n'ont pas la flexibilité, n'ont pas la capacité à s'adapter rapidement à des nouvelles donnes. Et surtout, le service tel qu'il est conçu de façon assez standardisée et il ne peut donc pas s'adapter à des démarches, à des particularités. Et très souvent, on parle de services publics non inclusifs et on le constate dans beaucoup de pays d'ailleurs. Quand on a fait appel aux opérateurs privés dans le cadre des PPP, nous avons réglé le problème de l'agilité, de la flexibilité, de l'adaptabilité par rapport à certaines particularités du marché. Nous avons réglé plus ou moins la notion de coût parce que le coût était soit payé par l'État dans le cadre d'un PPP pur ou dans le cadre d'une concession par le consommateur. Et nous avons aussi
réglé quelque part, pas très bien, mais nous avons réglé cette notion d'inclusion sur certaines thématiques. Mais nous n'avons pas réglé la notion du coût. Autant il est transparent, autant il est excessif, parce qu'il fallait également payer, en plus du service, il fallait rémunérer les fonds propres des investisseurs qui ont investi dans cette opération, dans ces projets. Quand on fait appel au tiers secteur, quelque part, le parti pris, c'est de dire que nous aurons les avantages des deux. Nous aurons la flexibilité du privé, puisque le tiers secteur n'est pas la puissance publique, et donc il a cette capacité à s'adapter, que ce soit des ONG, des coopératives ou des entrepreneurs sociaux. Nous avons également la possibilité de le déployer très rapidement, parce que la société civile, par exemple au Maroc, a démontré une très grande capacité à agir par rapport à des situations, et nous l'avons vécu pendant la période du Covid, où la société civile a réagi de façon très rapide en attendant que l'État puisse mettre en place les mécanismes. Et nous avons bien évidemment l'histoire du coût. Il n'y a pas de fonds propres à rémunérer, ou du moins à rémunérer aussi chèrement que si on faisait appel à un opérateur privé. Quand on fait appel à un entrepreneur social, la définition du moins européenne, c'est qu'on cherche à répondre à un enjeu sociétal, social ou environnemental, avec un partage on va dire, avec une recherche plutôt du rendement de la rémunération qui n'est pas excessive. Et aujourd'hui, quelque part, ce modèle-là pourrait répondre à cet enjeu, à cette préoccupation qui essaie de dire comment nous pouvons déployer des politiques publiques, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement, dans le traitement de certaines problématiques liées justement à l'inclusion, que ce soit territoriale, ou l'inclusion de genre, ou l'inclusion de personnes souffrant de handicap. Et toutes ces thématiques-là, qui sont en général l'angle mort des politiques publiques, quelque part, les entrepreneurs sociaux, les acteurs du tiers secteur en général, peuvent y répondre de façon plus efficiente et de façon beaucoup plus granulaire au niveau du territoire. Agilité sur la capacité d'innovation, la capacité de déploiement rapide et la capacité d'offrir des services inclusifs, accessibles, et l'opportunité que ça représente de marcher finalement pour ces entrepreneurs sociaux, parce que les États sont en besoin de solutions qui leur permettent d'adresser ces sujets critiques. Sima Roufi, la Fondation Abdelkader Ben Saleh intervient depuis plusieurs années auprès des différentes parties prenantes de l'écosystème de l'entrepreneuriat social sur le terrain, à travers différents événements, à travers le baromètre de l'innovation sociale que vous déployez. Pour vous, quels sont les principaux enjeux qui sont liés à l'entrepreneuriat social au Maroc? Merci pour cette question très importante. En fait, nous, notre lecture est part d'une étude terrain que nous avons menée en 2000 sur la question de l'innovation sociale pour essayer de comprendre cet écosystème aujourd'hui qui essaie d'émerger, dans quel état il est, de qui il est composé, c'est quoi ses freins et ses défis. Rapidement, pour l'exemple, nous avons étudié 23 études de cas. Ils arrivent à vendre des services ou des produits. C'est un indicateur qui montre que autour de ces projets-là aujourd'hui, qui essaient d'émerger, l'écosystème aujourd'hui n'est pas encore préparé pour les porter. Pendant plusieurs années, nous avons, on va dire, supposé qu'il suffisait de donner de l'argent à des porteurs de produits socialement innovants pour pouvoir réussir et avoir un impact. Que ce soit l'expérience par l'État, à travers l'INDH ou le programme, ou par des acteurs privés qui essayaient de subventionner des projets à travers différentes initiatives, ou par les bailleurs de fonds internationaux, l'expérience a montré qu'il ne suffisait pas de donner le financement et que les vrais freins, ils sont ailleurs. D'abord, ils sont légaux. Aujourd'hui, encore nous butons dans le processus de création d'une loi cadre, après qui devra être traduite par des décrets d'application pour pouvoir être réel sur le terrain. Deuxièmement, la question du financement. Aujourd'hui, nous n'avons pas de financement adapté parce que justement les acteurs qui peuvent développer des offres de financement n'ont pas un cadre institutionnel qui leur permet ça, notamment les banques. La troisième question, c'est l'accompagnement de proximité. Aujourd'hui, l'essentiel de l'accompagnement est concentré dans les grands pôles. Casa, Rabat,